Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande. Je rappelle à nos collègues qu'un scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République se tient à partir de 14h30 et jusqu'à 15h en salle des conférences. Ne soyez donc pas surprise, Madame la Ministre, de voir les commissaires qui n'auraient pas donné de pouvoir quitter brièvement la salle pour participer à ce scrutin. Je vous laisse tout de suite la parole, Madame la Ministre. Bien, Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale de la Commission des affaires sociales, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs. Alors, je vous remercie de votre invitation à venir m'exprimer devant vous, non seulement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais aussi plus largement sur les orientations qui seront les miennes et celles du gouvernement en matière de handicap. Le handicap est une politique prioritaire du gouvernement et la Première ministre l'a affirmé avec force dès son discours de politique générale du 6 juillet 2022. Elle l'a redit lors du comité interministériel du handicap qui s'est tenu jeudi dernier en présence du gouvernement, des associations représentatives du secteur et des représentations des élus locaux. Avec ce CIH, Elisabeth Borne a fixé un cap, une méthode et des priorités à notre action. En inscrivant le handicap dans la feuille de route de chacun des ministres, nous nous assurons que le handicap soit toujours inclus dans leur action. Notre conviction est simple, les personnes en situation de handicap doivent être prises en compte systématiquement dès le moment de la conception de toutes les politiques publiques. En désignant dans chaque préfecture un sous-préfet référent handicap, nous nous assurons que ces politiques soient mises en œuvre sur l'ensemble du territoire, en coopération avec tous les acteurs locaux concernés et au plus proche, bien sûr, des besoins de chacun. C'est une nécessité parce que notre politique du handicap n'a de sens que dans les effets directs qu'elle produit sur la vie des gens dans leur quotidien, bien sûr. Le caractère prioritaire de cette politique se traduit dans ce PLFSS par une augmentation sans précédent de l'objectif national de dépenses pour le volet personnes en situation de handicap. Cette augmentation est de 5,2%, soit 730 millions d'euros supplémentaires. Nous poursuivons ainsi les engagements pris lors de la dernière conférence nationale du handicap de février 2020, alors même que nous préparons activement la prochaine conférence nationale du handicap qui se tiendra l'année prochaine, j'y reviendrai. Beaucoup a été fait depuis 5 ans et nous pouvons constater les résultats de l'action menée ces dernières années dans chaque ministère. Mais beaucoup reste à faire. Nous en sommes bien conscients et c'est ce qui motive bien sûr notre action. Un enjeu essentiel pour l'accomplissement de nos ambitions et qui ne concerne pas uniquement le handicap, mais bien l'ensemble des politiques de l'autonomie, c'est celui de l'attractivité des métiers du secteur social et médico-social. Nous ne pouvons être à la hauteur de nos ambitions sans le travail admirable que mènent au quotidien ces hommes et ces femmes sur le terrain. C'est pourquoi 300 millions d'euros supplémentaires seront consacrés dans ce PLFSS aux revalorisations de salaires, conformément aux engagements pris par le Premier ministre Jean Castex lors de la conférence des métiers de février 2022. Cette revalorisation est une composante importante de notre détermination à renforcer l'attractivité des métiers. Par ailleurs, le secteur social et médico-social fait face, comme l'ensemble du pays, à une inflation importante. C'est pourquoi près de 150 millions d'euros supplémentaires seront alloués aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes en situation de handicap afin de tenir compte de l'effet prix, ceci hors masse salariale. J'en profite pour vous rappeler que, comme l'a annoncé Jean-Christophe Combe, le bouclier tarifaire bénéficiera également aux établissements pour adultes en situation de handicap, assimilables à des lieux d'habitation,
et les négociations sont en cours de finalisation concernant les établissements pour enfants. Avec le PLFSS 2023, nous poursuivons et amplifions la mise en œuvre de grands objectifs et de politiques prioritaires. D'abord, 70 millions d'euros supplémentaires seront alloués au développement de l'école inclusive et à la scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap. Cela permet de financer la création de places, notamment pour la scolarisation des élèves polyhandicapés et le déploiement des unités d'enseignement autisme à l'école maternelle et élémentaire. Nous allons également accroître les coopérations opérationnelles entre l'école et les établissements médico-sociaux pour favoriser la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap. Ensuite, 80 millions d'euros supplémentaires seront fléchés en direction des publics prioritaires. Je pense notamment aux adultes en situation de polyhandicap et aux personnes handicapées vieillissantes, pour lesquelles nous souhaitons diversifier les solutions d'accompagnement. Ces crédits viendront également financer la politique du handicap en Outre-mer, qui accuse des retards importants et, à mon sens, inacceptables. Enfin, une partie de ces financements vise à prévenir les départs forcés vers la Belgique, tout en permettant le retour en France de ceux qui le souhaitent. Dernier grand bloc des actions financées par le PLFSS, ce sont 80 millions d'euros supplémentaires dédiés à la poursuite des mesures concernant l'autisme et les troubles du neurodéveloppement hors scolarisation. Ainsi, nous étendons aux 7-12 ans la politique de détection précoce, qui est l'une des réussites majeures de la stratégie nationale, qui a permis à près de 30 000 enfants depuis 3 ans d'être détectés à temps et donc d'être mieux accompagnés et correctement accompagnés. C'est aussi la raison pour laquelle nous entendons renforcer l'accompagnement qui suit le diagnostic et nous souhaitons également accélérer le déploiement des unités résidentielles pour les adultes autistes. Voilà donc un PLFSS résolument ambitieux pour le secteur du handicap qui s'inscrit dans le cycle long de la concertation qui préside depuis longtemps à la construction de toutes les politiques du handicap. Un PLFSS qui entend appuyer la dynamique des progrès accomplis depuis la dernière conférence nationale du handicap par une hausse des moyens d'ampleur inédite et un PLFSS qui prépare le terrain pour faire de la prochaine CNH un vrai tremplin pour la suite de notre action. J'ajoute au passage que le caractère transversal des politiques en faveur du handicap fait que leur financement est assuré par de nombreux budgets différents. Par ailleurs, c'est un PLFSS que nous pourrions qualifier de transition. Nous sommes en effet à quelques mois de la prochaine conférence nationale du handicap, je vous le disais, que nous préparons activement. Elle sera l'occasion de proposer un changement de paradigme à la hauteur des attentes des personnes en situation de handicap. Sous l'égide de la Première ministre, 4 grands axes ont été fixés. L'acte 2 de l'école et de l'université inclusive, la mobilisation pour le plein emploi des personnes en situation de handicap, la simplification des parcours des personnes et de l'offre médico-sociale et l'accessibilité universelle. En parallèle, nous prévoyons de prolonger les efforts sans précédent menés sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement en construisant une nouvelle stratégie nationale et des concertations sont d'ores et déjà lancées en ce sens. Alors, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, je veux, pour terminer, vous livrer 2 points fondamentaux à mes yeux, qui seront la boussole de l'action que j'entends mener. La question de la simplification est un vrai sujet dans le handicap et la complexité est ressentie par les handicapés et leurs familles comme quelque chose de très pénalisant. Et la question de l'effectivité des mesures dans la vie de nos concitoyens. C'est toujours les derniers mètres et les derniers kilomètres et mètres qui sont importants pour la mise en œuvre des politiques.
Notre politique est aujourd'hui complexe à tous les niveaux. Nous souhaitons donc simplifier les démarches et les procédures et gagner en efficacité au profit de nos concitoyens. Enfin, un dernier mot de méthode. Toutes nos politiques, nous les mènerons en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs concernés. Je pense bien évidemment au Conseil national consultatif des personnes handicapées, mais également aux élus locaux et en particulier les départements. Et bien entendu, nous souhaitons y associer la représentation nationale, car je sais que vous êtes nombreux à vous investir sur ces sujets. J'ajoute que cette logique de co-construction, qui est déjà la norme depuis bien longtemps dans les politiques du handicap que j'ai aujourd'hui l'honneur de porter, c'est précisément ce que veulent introduire le président de la République et la première ministre dans l'ensemble de nos politiques publiques. Je tiens donc à souligner en définitive le rôle d'avant-garde que jouent les acteurs du handicap en la matière. Je vous remercie et je suis prête bien sûr à répondre à toutes vos questions. Merci Madame la Ministre. Et je vais d'ores et déjà passer la parole à Philippe Mouillet, qui est rapporteur au PLFSS de la 5e branche autonomie. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour cette présentation et les différentes remarques que vous évoquez. Je ne peux que souscrire à un des derniers points que vous avez évoqués sur les enjeux de la simplification. Ce sont des mesures qui ne coûtent pas forcément de l'argent, mais qui sont souvent nécessaires en matière de réorganisation autour de tout ça. Mais là, pour l'instant, nous sommes dans le PLFSS, donc on va parler éventuellement d'argent. Dans ce système de compréhension qui est un petit peu difficile, parce que en même temps que nous examinons le PLFSS, il y a eu donc le comité ministériel qui a fait un certain nombre d'annonces et nous annonçant que dans les prochains mois, nous allons aborder le CNH donc pour pouvoir avoir quelques grandes priorités. Donc il faut arriver à lire à travers tout cela. En tous les cas, on entend les intentions, on entend les orientations qui sont données, qui correspondent aux besoins. Mais en même temps, en ce moment, nous auditionnons les associations du monde du handicap qui, elles, globalement, sont plutôt critiques, voire même très critiques sur les moyens alloués dans ce PLFSS. Alors nous sommes, donc c'est une de mes premières questions, c'est quoi répondre à ces différentes associations qui considèrent que c'est une mise en œuvre à minima des engagements pris au dernier comité. Donc, ouais, on est déjà dans une clôture de la période. Voilà. Donc, j'aurais voulu avoir votre regard autour de ces retours des associations et éventuellement, à travers le 6 octobre dernier, vous avez évoqué la mise en place des sous-préfets dans les territoires. Est-ce qu'il y a d'autres mesures aujourd'hui annoncées lors de ce comité interministériel, très concrètement pour l'année 2023? Lors de l'audition du ministre Combes, concernant le PLFSS, il nous indiquait que c'était finalement, concernant le volet du handicap, une fin de cycle structurel sur les grandes politiques. Il fallait laisser le temps de la concertation sur le handicap pour pouvoir préparer la future CNH. Vous avez évoqué les 4 grands thèmes de ce comité. La question, c'est, au-delà des thèmes, c'est l'engagement des moyens. C'est toujours le même sujet parce que je crois que globalement, les thématiques sont partagées, mais quels sont les moyens qu'on pourrait envisager puisque nous serons entre deux PLFSS. Et à travers tout ça, notamment, je voudrais faire un zoom sur l'enjeu des AESH parce que c'est certainement une des, dans les nombreuses difficultés, cet aspect-là est un point crucial. Vous avez mis en place un système d'organisation transversale sur l'ensemble des ministères. Comment aujourd'hui répondre aux attentes fortes? Nous sommes au lendemain de la rentrée scolaire et on voit que les retours sont nombreux en matière de dysfonctionnement. Également, vous avez évoqué le volet stratégie autisme. Nous sommes en fin de cycle. Le cycle de la stratégie autisme se termine en 2022. Est-ce qu'il faut attendre le CNH de 2023? Comment on organise l'orientation autour de ces enjeux pour l'autisme? Quatrième point, peut-être plus global. Lorsqu'on regarde l'annexe B du PLFSS, nous voyons que pour la branche autonomie, nous retrouverions une situation excédentaire à compter de 2024. Notamment 0,9 milliards sont annoncés. Un excédent qui diminuerait, notamment au regard des engagements de création de postes dans les EHPAD et du financement du temps dédié au lien social auprès des personnes âgées. Autrement dit, des moyens financiers principalement fléchés autour des personnes âgées. Ma question, à partir de 2024, vu les annexes proposées, qu'est-ce qui reste pour le monde du handicap, puisqu'on est pratiquement à un niveau proche de zéro dans les annexes qui sont présentées. Deux derniers points. Vous avez évoqué assez rapidement dans les mesures complémentaires les moyens consacrés au fonds d'intervention pour éviter les départs en Belgique.
Ma question, c'est est-ce que les fonds N-1 ont été utilisés? Je ne le pense pas, ou très peu. Et surtout, comment concrètement ça peut se traduire? Puisque dans les territoires, je fais beaucoup de tours de département. Lorsqu'il y a des besoins aujourd'hui, nous étions dans le Maine-et-Loire déjà la semaine dernière, eh bien finalement, les fonds semblent inaccessibles, même s'ils existent concrètement dans la maquette budgétaire. Et pour terminer, c'est un élément complémentaire, nous profitons de votre présence. Nous avons voté enfin la déconjugalisation, nous étions présents dans les rencontres qui ont été évoquées sur la mise en place de la méthode. Un décret est attendu en mai-décembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la sortie du décret, puisqu'il conditionne toute la mise en place du mécanisme pour la déconjugalisation? Voilà, Madame la Ministre. Merci. Je vous laisse répondre à toutes ces questions avant de passer aux collègues. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Oui, Je suis désolé. c'est toujours le principe du rapporteur. Oui, mais il a raison. Je vais essayer de ne pas en oublier. Si c'était le cas, je vous remercie de me rappeler celles que j'aurais oubliées. Les critiques des associations à propos de la mise en œuvre à minima des engagements pris précédemment. Un bon texte ne passe pas nécessairement d'abord par des mesures législatives nouvelles, mais pour moi, ce n'est pas un texte à minima. C'est la plus forte augmentation de crédit en direction des personnes en situation de handicap, 5,2%, alors que l'ONDAM est à 3,4%, je crois. Donc, je veux dire que la branche, je ne peux pas utiliser le terme branche parce que ça a une signification, mais le thème handicap est bien pris en compte et de façon importante. Et je l'ai dit, il n'y a pas que ces budgets-là qui sont concernés. Le budget, par exemple, de l'éducation nationale sur l'école inclusive, c'est 3 milliards, c'était 3,5 milliards. Cette année 2022, il y a eu 200 millions de plus. Il y aura également, j'imagine, pratiquement la même somme de plus, puisque l'ambition est de recruter encore 4000 AESH supplémentaires. Donc, si vous voulez, la montée en charge se fait progressivement dans tous les ministères concernés. Et je crois que c'est aussi il faut que nous mettions en œuvre nos ambitions, et notamment dans l'inclusion. Ce sont des ambitions sur le long terme. Donc, pas forcément des choses nouvelles. Bien sûr, les politiques de handicap, elles se construisent avec l'ensemble des personnes concernées. Nous arrivons en fin de cycle avec une nouvelle conférence nationale du handicap que nous préparons à partir de la méthode donnée par la Première ministre en comité interministériel du handicap de la semaine dernière. Et nous aurons là une feuille de route pour les 5 ans à venir. Donc voilà, et nous mettons en œuvre aujourd'hui les politiques qui ont été aussi décidées, notamment par exemple dans la stratégie autisme, où nous continuons de déployer de façon très active les unités spécialisées en école maternelle, en école élémentaire. Nous voyons le nombre des classes Ulysse qui augmente. Voilà, donc nous avons cette montée en puissance, elle se fait progressivement. Et les nouvelles ambitions, alors ça me fait passer à votre deuxième question, nouvelle CNH, quels moyens? Eh bien, je crois que nous devons construire déjà avec les associations la feuille de route. Et c'est à partir de cette feuille de route que nous déterminerons les moyens. Nous avons par exemple des sujets qui sont importants et qui vont nous mobiliser beaucoup autour de l'accessibilité, puisque nous avons une date butoir de 2024 qui arrive pour tout le monde, dans laquelle nous serons immanquablement une nouvelle fois en retard, mais pour laquelle nous pouvons quand même donner une vraie impulsion. Là aussi, ce ne sont pas des budgets qui apparaissent dans le PLFSS qui concerne le handicap, et ce sont pourtant des sujets qui sont essentiels pour le monde du handicap et pour l'inclusion. Donc nous avons véritablement ce travail, et les moyens seront mis en perspective, bien sûr, des ambitions de cette CNH que nous déterminerons aussi, que nous co-construirons avec les associations. Les annonces qui ont... Ah oui, je l'avais oublié celle-là. Les annonces en dehors des sous-préfets.
Alors des sous-préfets, il en existe déjà, mais ils ne sont pas tous identifiés dans tous les départements et certains ont pu changer. Donc nous allons rappeler au préfet de nommer systématiquement des sous-préfets au handicap. Et la Première ministre a annoncé, justement pour travailler sur l'accessibilité, la nomination, elle va nommer un délégué interministériel à l'accessibilité pour impulser un nouveau souffle ou le souffle de la dernière ligne droite sur ces sujets d'accessibilité, avec la mobilisation sur les ADAP, bien sûr, et des annonces de Christophe Béchu, le ministre qui est en responsabilité sur ces sujets dès 2023. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous m'avez posé des questions sur les AESH. Bon, les AESH... leur nombre augmente régulièrement, malgré les difficultés de recrutement. Il y a deux sujets dans les AESH. Le premier sujet, qui est le sujet du statut de ces personnes, qui est un sujet important, ce sont des emplois. Alors, ce sont des emplois de l'Éducation nationale, je le rappelle, et c'est donc l'Éducation nationale qui travaille sur ces sujets. Le président de la République et la Première ministre se sont engagés à faire en sorte que nous puissions déprécariser ces situations et que nous puissions proposer à ces personnes des 35 heures. Donc un travail est fait par le ministre de l'Éducation nationale avec les collectivités territoriales pour travailler sur ces sujets, puisqu'il y a bien sûr les sujets aussi de l'inclusion au temps périscolaire qui est un sujet fondamental. Donc le travail est en cours et nous allons le poursuivre de façon active dans cette année. Et il y a le deuxième sujet des AESH, c'est leur nombre. Leur nombre qui a augmenté de 42% par rapport à 2017, donc elles sont en nombre important. Il y a aujourd'hui 132 000 AESH. Si on le ramène au nombre de professeurs, c'est un AESH pour 8 professeurs. Alors, professeur, tout englobé. Là aussi, moi, je souhaite que nous ayons collectivement une réflexion. Parce que je suis frappée par le fait que rentrée scolaire, enfant handicapé égale AESH. Mais chaque enfant en situation de handicap n'a pas besoin forcément d'un AESH. Et ça m'est confirmé par beaucoup d'associations. C'est pas moi qui... certains ont besoin d'outils. D'autres ont besoin d'une pédagogie particulière adaptée. Donc les outils, ce sont des outils que nous devons pouvoir mettre à disposition. Les pédagogies particulières, c'est bien sûr de la formation pour les enseignants dans cette pédagogie. D'autres ont véritablement besoin d'une aide humaine permanente. D'autres n'ont besoin que d'une aide humaine ponctuelle dans certains moments de la journée. Donc, moi, je souhaite vraiment, je pense, en accord avec le ministre de l'Éducation nationale, que nous allions vers une évaluation, une mise en regard des besoins et des moyens, et que nous puissions continuer d'avancer dans ce domaine-là, avec un sujet, moi, que je trouve majeur quand même, c'est une meilleure... inclusion, le mot est pour les personnes en situation de handicap, mais il faut que le médico-social rentre plus dans les écoles et dans les collèges et dans les lycées pour être une véritable force d'appui pour les personnes, les enfants en situation de handicap, mais également pour toute la communauté éducative. Et c'est sur ces sujets que nous allons bien sûr continuer de travailler avec force. Et dans la prochaine conférence nationale du handicap, nous allons travailler sur l'acte 2 de l'école inclusive et je pense que nous devons repenser, évaluer et repenser cet accompagnement et voir comment nous pouvons davantage inclure le médico-social à l'intérieur de l'école. L'autisme. Il y a une grande stratégie autisme, 500 millions d'euros quand même. Cette stratégie, c'était nécessaire, c'est déployé. D'abord,
à mon avis, une grande réussite, c'est que nous ne sommes pas restés que sur l'autisme, mais sur l'autisme et tous les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire tous les 10, enfin toutes ces... les hyperactifs, enfin toutes ces typologies différentes de handicap, et que nous avons pu proposer ce dépistage précoce avec ces plateformes dès le plus jeune âge, de 0 à 6 ans en fait, qui est une vraie dynamique, parce que plus le repérage est fait précocement, plus on peut entourer l'enfant, mettre autour de lui les bonnes personnes en soutien et pour améliorer, faire en sorte d'améliorer son trouble, et faire en sorte surtout qu'il puisse rentrer dans l'école dans de meilleures conditions. Donc, je pense que ça est tout à fait vertueux, et c'était une avancée très importante. Nous devons poursuivre, et donc il est prévu de renouveler une stratégie autisme et troubles du neurodéveloppement, et nous avons bien sûr demandé à la déléguée interministérielle à l'autisme, à la DIA, de commencer à travailler pour construire cette stratégie, avec une attention particulière que nous devons avoir sur les autistes adultes. Et bien sûr que nous devons continuer de porter sur l'inclusion de ces jeunes aussi dans le monde du travail. Voilà, je crois que nous avons des enjeux qui sont des enjeux à venir importants, et tout cela sera construit avec bien sûr les associations comme toujours. Ensuite, vous m'avez posé une question sur ça m'évite de tourner les feuilles, sur l'objectif global de dépenses sur la branche autonomie. L'objectif global de dépenses sur le champ des personnes âgées n'a aucune influence sur le taux d'évolution des crédits du champ personnes handicapées. Ce sont deux sous-objectifs autonomes. L'un et l'autre, même s'ils sont tous les deux intégrés sous le chapeau branche autonomie. Sur le champ du handicap, la trajectoire pluriannuelle intégrée à l'annexe B du PLFSS prévoit une évolution tendancielle des moyens, GVT et inflation à un taux supérieur à celui connu les années précédentes, et un quantum de mesures nouvelles d'à peu près 200 millions d'euros par an. Ces taux seront bien sûr revus annuellement pour tenir compte des événements conjoncturels ou des choix politiques que nous serons amenés à faire et qui suivront après la CNH. Mais voilà, je crois que ces choses sont bien séparées. Il y a une distinction entre les deux branches, entre les deux catégories, personnes âgées et personnes handicapées. Et les crédits supplémentaires fléchés vers la branche bénéficieront également à revaloriser les concours de la CNSA au département, et donc la PCH, qui est un sujet important. Les départs en Belgique. Alors, les départs en Belgique, je crois que nous avons enrayé cette dynamique qui était très négative pour notre pays et pour les familles. Nous l'avons. D'abord, il y a un moratoire qui a été mis en œuvre. Ensuite, 8500 personnes en situation de handicap, quand même, adultes et enfants, sont pris en charge par le secteur médico-social wallon. Plus de 7000 adultes, et c'était un chiffre qui progressait chaque année. Donc voilà, il y a eu un moratoire pour les enfants depuis 2015. Et les priorités qui ont été annoncées en 2020 par la Conférence nationale du handicap, par le président de la République, et l'arrêt des départs contraints en Belgique, c'était vraiment une priorité qui était annoncée. Cette priorité, eh bien, elle a vu quand même la mise en place, donc le moratoire, j'en ai parlé. Cette priorité, elle a été mise en œuvre, puisque au total, 2500 solutions nouvelles sont en cours de déploiement
Certaines sont déployées, d'autres... Alors, 2020, aujourd'hui nous sommes en 2022. Je veux dire, bon, il faut du temps pour que les projets se mettent en œuvre, hein, mais nous avons véritablement eu cette action. Bon, je peux même vous donner en Île-de-France, plus de 1600 nouvelles solutions vont être déployées, 630 dans les Hauts-de-France, 270 dans le Grand Est. Ce plan de prévention des départs non souhaités en Belgique est un plan de 90 millions d'euros. Donc il est mis en œuvre, il se déploie actuellement et il termine son déploiement actuellement. Voilà. Et nous allons poursuivre. Et ce qui est important pour nous, il y a même des établissements belges qui ferment actuellement. Donc ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir demander aussi aux personnes, parce que c'est de l'autodétermination aussi, hein, de pouvoir demander aux personnes leurs souhaits et nous essayons de faire en sorte qu'elles souhaitent véritablement revenir en France, parce que voilà, ça nous paraît bien plus, ça nous paraît important puisque nos dépenses sociales se fassent sur le sol français. Et enfin, vous m'avez parlé d'AH. Alors oui, l'AH a été votée, l'individualisation de l'AH a été votée au mois de juillet. Je peux vous assurer que, et une réunion au ministère avec des parlementaires, vous en faisiez partie, monsieur le sénateur, je l'ai voulu pour que nous puissions, tout le monde puisse avoir le même niveau d'information et comprendre quelles étaient les raisons qui nous avaient poussé à demander le 1er octobre 2023, c'est-à-dire qu'il fallait écrire un décret qui est complexe en rédaction. Les acteurs les directions et les associations sont en cours d'écriture actuellement pour un rendu à la fin du mois d'octobre, afin que nous puissions le présenter au Conseil consultatif et également aux parlementaires, puisque nous referons une réunion pour présenter cela, sachant que pour moi l'objectif, parce que franchement, pour tout vous dire, c'est très technique, moi l'objectif politique, c'est qu'il n'y ait pas de perdants. C'est-à-dire, dans la loi comme elle était votée, c'était 45 000 perdants. Donc c'était inadmissible. Donc qu'il y ait des gagnants, c'est une chose, mais il ne fallait pas qu'il y ait de perdants. Donc c'est pour ça que le décret est un peu complexe à écrire sur le plan technique. Mais les choses avancent. L'objectif est de publier ce décret au mois de décembre. Et dans le même temps, la Caisse nationale d'allocation familiale travaille sur son système d'information qui est une vraie nouveauté et totalement différente des systèmes d'information classiques de la Caisse d'allocation familiale, qui a tous ces systèmes basés sur la conjugalisation. Toutes les prestations, elles sont conjugalisées. Donc il faut qu'il mette en place un nouveau système innovant qui permet de déconjugaliser cet AH, mais qui permet aussi de maintenir les prestations conjugalisées des personnes en situation de handicap qui ont aussi des prestations conjugalisées. C'est pour ça que ce temps de quelques mois a été nécessaire, comme ça avait été expliqué pendant cette... Donc ça avance et je le redis, s'il est possible de le mettre en application plus tôt, nous le mettrons plus tôt, dès que les choses seront prêtes. Mais ce qui me semble souhaitable, c'est que, donc, d'un côté, pour le décret, il n'y ait pas de perdants, et de l'autre côté, pour la mise en œuvre purement opérationnelle pour les familles, c'est qu'il n'y ait pas de couac. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il est toujours désagréable d'avoir... voilà. Donc, je sais qu'on nous attend là-dessus, et tout le monde a la pression. Merci Madame la Ministre. Alors nous avons 5 collègues qui souhaitent vous poser des questions. On va prendre toutes les questions. Nadia Sologou, ensuite Jocelyne Guidez, Annie Lowerou, Michel Meunier, Corinne Imbert. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, notre collègue vous a interrogé sur les AESH et vous nous avez répondu que tout enfant en situation de handicap n'a pas forcément besoin d'une AESH, et c'est vrai que les solutions ne sont pas universelles. Mais je pense que l'école inclusive n'est pas non plus une solution universelle, et je pense aux enfants sourds
pour qui l'école inclusive peut être parfois même au contraire une difficulté. Alors je voulais m'assurer que dans ce budget qui est prévu, il y avait bien suffisamment de moyens pour que tous les enfants sourds puissent être pris en charge de façon adaptée à leur situation. Je vous remercie. C'est Jocelyne Guidez. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous étions ensemble en visite à Sainte-Geneviève-des-Bois et la grande difficulté rencontrée par les parents, c'est qu'il y a peu de place pour ces enfants qui finissent un cursus maternel pour aller en primaire. Déception des parents et du personnel, c'est pas de solution. Ces enfants sont en perte éducative alors qu'ils avaient évolué pendant ces 3 ans. Donc quelle solution pouvoir apporter après ce cursus maternel? Et puis je voudrais revenir moi sur les transports, juste vous donner un exemple. Une famille qui a mis son enfant dans un accueil perpétuel, il doit faire 86 km aller, 86 km retour et rebelote pour amener l'enfant à l'accueil. Ça fait plus de 300 km par week-end, sauf qu'ils ont droit qu'à 200 € pour les transports, ce qui est impossible puisque de toute façon, rien que l'aller, ça coûterait 200 €. Donc je savais qu'il y avait un travail qui avait été fait par Mme Cluzel là-dessus, mais je ne sais pas quels sont les retours. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des conventions entre départements parce qu'on ne peut pas laisser ces familles s'épuiser rien que dans le transport quand on ne donne pas les moyens qu'il faut pour ça. Voilà. Et puis merci beaucoup. Moi, je suis très heureuse d'apprendre que vous allez prendre en compte les troubles du neurodéveloppement. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et vous avez bien dit tous les troubles. Merci beaucoup. Annie Leouérou. Oui, merci Madame la Ministre pour vos propos liminaires et la réponse aux questions qui ont été posées par notre rapporteur. Moi, je voulais remettre une petite couche sur la question de la revalorisation des salaires concernant des personnels qui travaillent dans des établissements d'accueil de personnes en situation de handicap, notamment les emplois administratifs ou techniques qui restent encore exclus du Ségur. Et bon, il y a un effort particulier qui a été fait, mais il était nécessaire. Et il est nécessaire que l'ensemble des personnels soient traités de la même manière, parce que ce sont en général de petites équipes, et dans ces petites équipes, vous avez parfois un manque de reconnaissance et un manque, une différence de fait entre les différents personnels, ce qui est tout à fait néfaste à l'accompagnement et à la prise en charge des personnes. Donc je voulais vous alerter à nouveau sur cette question-là, parce que c'est une question récurrente, sans parler de la délégation des crédits qui parfois, lorsque les revalorisations des salaires sont acquises, les associations ont du mal à assurer en fait leurs obligations, parce que les délégations de crédit ne sont pas toujours au rendez-vous, donc via les ARS. Ma deuxième question porte sur l'autisme. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le dépistage précoce, même si les choses ont beaucoup évolué. Et je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que c'est vrai qu'on est, et on est tous favorables à cette société inclusive qu'on demande de tous nos voeux, mais ça n'exclut pas la prise en charge dans des établissements spécialisés, et l'un ne va pas sans l'autre, et les deux répondent à des besoins souvent différents, et il ne faut pas, je crois qu'il faut pas négliger et mettre de côté ces prises en charge adaptées dans les établissements au profit effectivement de la société inclusive qu'on essaie de mettre en place, et qui est effectivement un objectif quand c'est possible. Et ça m'amène à une autre question. Il y a des crédits qui avaient été prévus sur la mise en place de lieux de répit pour des familles et des enfants qui parfois sont accompagnés à leur domicile. Et je crains que ça ait qu'il y ait quelques difficultés à la mise en œuvre lorsqu'il y a des projets. Enfin, j'ai quelques expériences dans mon département, et c'est
pas tout à fait simple et à mettre en place. Et ma dernière question concerne l'emploi accompagné et l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans l'emploi. C'est peut-être pas tout à fait votre champ, mais quand même, je pense que c'est important d'appuyer et de voir comment la réforme de France Travail va influer sur l'organisation et la prise en charge des personnes en situation de handicap, parce que là aussi, on a des inquiétudes qui nous remontent sur voilà, la prise en charge des personnes handicapées dans l'entreprise et surtout leur accompagnement par des associations comme par exemple Cap Emploi ou Pôle Emploi parfois. Merci. Michel Meunier, ensuite Corinne Imbert. Michel Meunier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il ne me reste plus vraiment de nouvelles questions à vous poser puisque mes collègues l'ont largement abordé les différents aspects. Vous entendez bien qu'il y a quand même des points d'enquistement, en tout cas les points durs à traiter en termes de handicap. Et je me disais, à vous entendre, quand vous parlez de PLFSS ambitieux pour la branche autonomie, j'ai des doutes. Je me dis, au mieux, on est dans des confortations de ce qui existait auparavant et des poursuites. Et vous nous mettez en perspective l'acte 2 de l'école inclusive dans le prochain CNH avec des questions sur l'emploi, etc. Donc, on se dit, mais au fond, ce PLFSS, il va servir à quoi? Si ce n'est, voilà, peut-être encore à conforter l'existant. Donc, je trouve que le compte n'y est pas bien, d'autant que ce qui a été pointé à la fois sur les AESH, sur la difficulté de recrutement dans le secteur tout confondu, montre bien que l'urgence des associations que l'on entend, elle n'est pas vraiment prise en compte. J'en veux aussi pour preuve, la semaine dernière, on avait un débat dans l'hémicycle avec votre collègue, Madame la ministre Firmin Lebaudot, qui nous a dit, en gros, il faut changer le regard sur le monde du handicap et des métiers du handicap. Donc, on est d'accord, mais comment on fait et par quoi on commence? Donc, c'est un peu ma question générique que j'aimerais voilà, aborder avec vous, Madame la ministre. Corinne Imbert et Katia Pour-ce-Poli, et ensuite Madame la ministre pourra répondre. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci pour vos propos liminaires et pour les questions que vous avez, les réponses que vous avez déjà apportées aux questions du rapporteur. Ma question va être très courte. On a déjà beaucoup parlé d'inclusion. Pour autant, nous avons aussi encore besoin d'établissements et notamment de maisons d'accueil spécialisées, de foyers d'accueil médicalisés. Et je voulais simplement savoir s'il y avait des crédits qui étaient fléchés pour la création de places en masse et en femmes, parce que ce sont quand même les établissements pour lesquels nous constatons les listes d'attente les plus longues dans nos départements. Je vous remercie. Pour terminer, Katia Pour-ce-Poli. Oui. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, donc j'ai bien entendu que vous allez travailler à la revalorisation des salaires et regarder aux évolutions de carrière. C'est ce que vous avez dit en préambule, que vous répondez peut-être et certainement à une demande sur des associations, des personnes en situation de handicap, sur la simplification administrative, qui est quand même une demande récurrente depuis de nombreuses années des associations, parce que c'est le parcours du combattant. Excusez-moi du mot, mais je sais que vous étiez avant aux anciens combattants. C'est le parcours du combattant pour... non, mais c'est le parcours du combattant pour, à chaque fois, devoir remplir à nouveau le dossier, retrouver les certificats médicaux, etc., etc. Et donc, je pense qu'il est temps de passer à ça. Mon collègue Philippe Mouiller a abordé un problème qui, moi aussi, m'interpelle beaucoup, c'est sur le nombre de jeunes et d'adultes dont je suis des Hauts-de-France, vont en Belgique. On l'avait d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises. Moi, je connais des gamins aujourd'hui qui prennent un taxi par gamin, par jour, qui font 2 heures de transport le matin et 2 heures de transport le soir pour aller dans un établissement en Belgique des enfants autistes. Et qui font 2 heures le matin donc pour se rendre en Belgique, 2 heures le soir avec un taxi. Alors, ce n'est pas la faute de la famille, au contraire, et bien heureusement, mais combien ça coûte
combien ça coûte à la société de payer un taxi, et encore une fois, je ne mets pas du tout en cause ni la famille ni le gosse, parce que c'est normal, mais combien ça coûte à la société de devoir payer un taxi le matin et le soir pour que le gamin puisse traverser le département du Pas-de-Calais et aller à l'école en Belgique. Je pense que si nous avions un peu de... je ne vais pas dire de jugeote parce qu'on en a tous, mais en tous les cas, si on réfléchissait les choses un peu différemment, je pense qu'on pourrait aller à l'accueil et à la création de structures dans le Pas-de-Calais et dans les autres départements, évidemment, pour pouvoir garder nos enfants chez nous. Parce que d'abord, pour les familles, ce serait quand même bien mieux de ne pas se lever à 5 heures du matin pour que le gamin puisse partir à 6h30 le matin en taxi et revenir le soir. Et puis, moi, j'ai un doute parce que j'ai été interpellée par plusieurs associations dans mon département. Je vous ai interpellée d'ailleurs, Madame la Ministre, et je sais que vous allez me répondre. Mais en tous les cas, j'ai été interpellée parce que beaucoup de parents d'enfants autistes qui ne trouvent pas de solution, qui n'ont aucune solution, enfants ou adultes, ont monté des projets pour pouvoir s'organiser avec ergothérapeutes, avec éducateurs, avec AVS, pour un montage de projet pour des accueils de 6-7 enfants en situation de TSA. Hein. Et on leur, quand ils se rendent à l'ARS pour pouvoir créer leur structure, pour pouvoir s'organiser, eh bien, on les renvoie vers le département du Pas-de-Calais ou vers la région en leur disant que finalement, pour le montage de dossiers, il existe des subventions et dans les départements et dans les régions, mais ils ne sont absolument pas accompagnés. Et donc, moi, j'aimerais que l'on puisse réfléchir au rôle des ARS, si vous me le permettez. On aurait tellement de choses à dire, mais j'arrête là. Merci. Merci. Voilà, Madame la Ministre, beaucoup de questions. Bien. Je vais essayer en 10 minutes. 13 minutes. Puis je suis bavarde en plus, donc... Madame la sénatrice, concernant l'école inclusive pour les personnes sourdes. Bon, les moyens existent. Hein. C'est pas une question de moyens, c'est vraiment une question de professionnels formés. Et nous manquons vraiment de professionnels formés. C'est une pénurie générale, donc nous travaillons à donner un petit peu de visibilité aux formations nécessaires. Et puis, nous travaillons aussi dans tous les secteurs de la langue des signes française, qui est un vrai enjeu. Voilà. Donc, sachez que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas insensibles à ce sujet. Et le problème, c'est un problème de recrutement de professionnels. Mais ce n'est pas une question de moyens. Pour bien sûr les personnes sourdes. Madame la sénatrice Guidez, les parcours, quelles sont les solutions après les cursus maternels pour les enfants autistes, hein, puisque c'est de ça que vous parlez, et troubles de neurodéveloppement, pardon. Les unités maternelles se déploient et les unités élémentaires se déploient également. Et puis ensuite, on a aussi les classes Ulysse qui se déploient et aussi ces fameux dispositifs d'autorégulation qui sont vraiment des choses totalement différentes où en fait c'est tout l'établissement scolaire, école ou collège qui est complètement formé à l'accueil des personnes en situation de handicap et à la prise en charge de ces handicaps. Il n'y a pas d'AESH et chaque personne enseignante ou personnel des établissements est en capacité de répondre par des formations spécifiques, bien sûr. Ça s'appelle des dispositifs d'autorégulation, de répondre à la demande des familles. Tout cela se construit progressivement.
On ne peut pas... Enfin bon, imaginez le nombre de formations qu'il faut, imaginez le nombre d'AESH qu'il faut former également. Les classes Ulysse représentent des très bons moyens pour continuer la scolarité pour certains enfants. Moi, qui me paraît important, c'est pas de faire rentrer dans la case des dispositifs des personnes, c'est de construire des parcours avec chacun en fonction de ses besoins et de faire en sorte, en fonction des besoins, de pouvoir l'insérer dans le bon dispositif sans rupture. L'idéal sera ça, c'est que nous n'ayons pas de rupture dans cette prise en charge, et je crois que c'est une ambition qui est une ambition importante. La mobilité des transports, je crois qu'il nous faut mettre à plat les différents modes de financement de transport. C'est illisible. Bon. Alors les autorités organisatrices de transport scolaire sont les régions aujourd'hui, mais on a laissé au département les personnes en situation de handicap, sachant qu'il y a quand même des familles qui ont et des enfants qui n'ont pas de handicap particulier et des enfants en situation de handicap, donc ils doivent faire appel. Enfin, tout ça c'est Kafka. Donc nous devons véritablement, ça fait partie d'un des sujets de simplification que je souhaiterais porter pour que les familles soient plus, arrivent à faire en sorte d'y voir plus clair. Et nous avons installé un comité stratégique tel que prévu par la loi qui pilote tous ces travaux, avec une composition élargie à tous les niveaux de collectivité territoriale. Donc ce comité associe aussi les parlementaires, et je crois qu'il faut que nous poursuivions ce travail pour arriver à donner des solutions simples, lisibles et facilement mobilisables par les familles qui en ont besoin. La revalorisation des salaires, oui. Alors, bon, je vais pas. Le Ségur a quand même été un effort très très important en faveur des professionnels du champ sanitaire et d'une partie du champ médico-social en réponse. Alors, c'était en réponse à la crise sanitaire, mais c'est surtout parce que ces professions ont besoin d'être revalorisées et ont besoin d'une juste reconnaissance et surtout d'attractivité également. 12 milliards d'euros qui ont été consacrés en 2022 à l'ensemble des mesures. Je dis à l'ensemble. En février dernier, la conférence des métiers sociaux a permis de nouvelles avancées avec l'annonce par le Premier ministre Jean Castex d'1,3 milliard d'euros supplémentaires qui permettait d'étendre ces 183 euros à la filière socio-éducative. Et le Premier ministre Jean Castex réservait 500 millions d'euros pour converger vers une convention collective unique. Et nous appelons de nos voeux tous les gestionnaires, en définitive, et je les vois les uns après les autres, pour qu'ils travaillent sur cette convention collective unique qui permettra pour ceux qui ne sont pas rentrés dans le champ de ces augmentations, de pouvoir bien tout simplement, au travers de cette convention unique, de pouvoir avoir une revalorisation de ces métiers. Et cette convention unique, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, il y a des conventions où, par exemple, le démarrage d'une carrière dans certains domaines est inférieur au SMIC. Tout ça n'est pas possible. Donc, voilà, tout ça n'est pas... voilà. La convention actuelle, elle date de 40 ans, enfin, ou 30 ans, enfin, je ne sais plus. Donc il faut vraiment, et 500 millions d'euros avaient été fléchés par le Premier ministre de l'époque pour converger vers cette convention collective. Donc moi, c'est le pari que nous prenons et le parti que nous prenons pour évoluer dans ce domaine-là. Délégation, excusez-moi, délégation des crédits ARS. Ah oui, alors pour les revalorisations qui, elles, ont été décidées et mises en œuvre, je ne sais pas, c'est vous qui me posiez la question, Madame la sénatrice, l'ARS est au rendez-vous de cette... ah si, l'ARS a versé les fonds. Et donc, les associations gestionnaires
pour celles qui ont une part de leur activité qui est aussi financée par les départements, attendent de la part départementale pour pouvoir mettre en œuvre. Alors certains font l'avance, d'autres n'osent pas faire l'avance parce qu'ils ont une trésorerie trop faible, et ça je peux le comprendre, mais la part de l'État a été mobilisée au niveau des ARS, hein, et voilà. Bah, écoutez, je peux vous assurer que la part de l'État est mobilisée. Ça, c'est une certitude. Enfin, elle a été mise en œuvre dans toutes les ARS. Hein. Donc, si vous avez des exemples, je suis preneuse. Vous nous faites passer à mon cabinet tout ça, et on étudiera tout ça avec attention. Bon, l'autisme, et vous êtes plusieurs à avoir parlé de tout cela, et de l'inclusion en général. Bon, moi, vous savez, je suis quelqu'un de pragmatique. Nous sommes quand même, nous avons été un peu mis à l'index de façon sévère par l'ONU. Et enfin, la France a été mise à l'index, hein, et ne respectant pas les préconisations justement internationales sur la prise en compte du handicap qui devrait être dans une inclusion totale dans la société. Bon. Alors, bon, je pense que les principes de l'ONU sont des bons principes. Les avis qui ont été donnés sur notre façon de gérer le handicap sont sévères, et bon, voilà, la vérité aussi, elle doit être pragmatique. Bon, d'abord, c'est l'autodétermination des personnes en situation de handicap qui doit être notre boussole, ce qu'elles décident pour elles et pour leur vie. Deuxièmement, je suis comme vous, les situations de grand polyhandicap dans les masses, on a du mal à imaginer, et les familles ont du mal à imaginer comment elles feraient sans ces établissements. Donc, la vérité, elle est au milieu, comme d'habitude, et elle est dans le bon sens, et dans le bon sens des situations. Ce qui est certain, c'est que notre pays, historiquement, a eu une prise en compte du handicap qui était une prise en compte très institutionnelle, qui a d'abord été initiée par les associations de parents d'enfants nés avec des handicaps, et ça a été très institutionnel. Ce qui mettait en définitive les personnes en situation de handicap hors du regard et hors de la vie sociétale, bien souvent. Et c'est ce renversement, quand on parle d'inclusion, c'est vraiment ce renversement que nous voulons réaliser avec l'inclusion à l'école, avec différents moyens médico-sociaux pour aider à cette inclusion, mais avec aussi l'inclusion dans le travail. J'y reviendrai tout à l'heure, et c'est une des politiques que je souhaite mener avec ambition, avec voilà, l'inclusion dans le sport, l'inclusion dans la culture, enfin à tous les niveaux de notre société. Alors oui, nous avons besoin de changer de regard, notre société a besoin de continuer à changer de regard, mais en même temps, nous savons tous que nous aurons toujours besoin d'établissements pour certains types de handicaps très lourds. Donc voilà, et vous parliez d'autisme, il y a des autismes très sévères, avec des jeunes autistes complexes, pour lesquels d'ailleurs, dans le PLFSS, il y a des moyens alloués spécifiquement pour créer des structures, des habitats regroupés ou des habitats inclusifs ou des structures pour les accueillir dans de bonnes conditions avec des moyens médico-sociaux adaptés. Donc voilà, hein, je crois qu'il faut que nous restions dans cette ligne, continuer l'inclusion, parce que je reste persuadée que l'inclusion scolaire est une bonne chose. Beaucoup d'enfants progressent, beaucoup d'enfants sont ensuite aptes à rentrer dans des apprentissages, dans des lycées professionnels, et la réforme du lycée professionnel, je vais travailler avec Carole Grandjean justement pour que ces enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions, et tous les dispositifs de soutien à l'emploi doivent être déployés aussi. Voilà, un vrai parcours de vie, ce qu'il nous faut envisager. C'est ambitieux, mais je crois que un parcours de vie adapté à la typologie des handicaps.
Les aidants, nous avons eu la journée nationale des aidants la semaine dernière. Les aidants, c'est beaucoup de monde dans notre pays, beaucoup de personnes qui s'ignorent aidantes. Je voudrais que nous ayons une vraie attention pour les jeunes aidants. Parce qu'ils peuvent être en vraie difficulté. Ce sont des adolescents ou des jeunes adultes qui sont en pleine... ils prennent en main leur vie en définitive avec déjà des poids sur leurs épaules. Nous devons les aider, et puis les aidants âgés aussi qui ne se soignent pas, qui sont isolés, qui sont en détresse psychologique. Donc oui, à des lieux de répit qui vont se multiplier, et nous avons des enveloppes qui sont et des appels à projets pour des lieux de répit qui ont été le Covid a ralenti ces projets, mais il y a 252 plateformes qui ont été déployées, bien sûr, et nous allons poursuivre, et ça fera partie, je crois aussi, la prise en compte des aidants de la conférence nationale du handicap. Il nous faut vraiment soutenir les aidants, sachant que c'est aussi Jean-Christophe Combe qui travaille sur ces sujets, et c'est aussi le ministre de la Santé qui travaille sur ces sujets des aidants qui sont une part très très importante de notre société. L'emploi accompagné, oui, il y a des budgets, et oui, ça fait partie de mes budgets, j'en suis assez fière d'ailleurs, mais sur le PLF. Et nous avons reconduit l'enveloppe de ce dispositif d'emploi accompagné, qui est un dispositif très pertinent et que j'ai bien l'intention de faire prospérer, voire même amplifier, tant les résultats sont encourageants et intéressants pour le soutien à la mise en emploi des personnes en situation de handicap. Et France Travail... France Travail se construit actuellement. France Travail se construit avec tous les acteurs, et bien entendu sont autour de la table pour la partie handicap Cap Emploi, avec Pôle Emploi, Cap Emploi bien sûr, la GFIP, la FIPH, donc tous les acteurs de l'emploi des personnes en situation de handicap, et mon cabinet aussi participe aux réunions de la mise en œuvre de France Travail. Donc le handicap sera pleinement pris en compte, et l'accès à l'emploi et au maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap seront une politique, pour moi, prioritaire. Enfin, Madame la sénatrice Meunier, je crois. Elle est partie. Bon. Donc elle doutait de nos ambitions elle est doutée de nos ambitions, elle va continuer d'en douter. Donc si elle n'écoute pas ma réponse, non, nos ambitions, elles sont vraiment importantes. Ça s'est traduit au niveau des budgets, ça se traduit aussi. On ne peut pas dire qu'on n'est pas ambitieux, comme par exemple on a un plan, une stratégie autisme avec 500 millions d'euros sur la table. Bon voilà. Donc nous allons poursuivre, et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Changer le regard, oui, je suis d'accord. C'est notre société entière qui doit changer le regard, parce que l'inclusion ne se fera aussi qu'avec un changement de regard de la société, ce qui va nous permettre de changer ce regard aussi, et j'attends ce moment avec impatience, ce sont les Jeux paralympiques de 2024 qui vont donner véritablement un éclairage sur le handicap de très très positif. Donc servons-nous de ce levier au travers de ces champions pour aussi communiquer communiquer de façon très positive sur ce qu'apportent aussi les personnes handicapées à notre société, comme toute personne. Le besoin d'établissement, bon, j'ai répondu un petit peu. Les places en masse et en femmes sur le budget, sur le PLFSS, hein, c'est ça, de 2023, il y a plus de 1000 places qui sont inscrites, ce qui correspond à 55 millions d'euros. Oui, oui. Donc, voilà, tout ça, ce sont des appels à projets qui sont ensuite
mis en application par des acteurs que ce soit des collectivités, que ce soit des associations. Oui, absolument, il y a des moyens. Et enfin, la simplification. La simplification, oui, tout est complexe. Oui, les familles n'en ont plus qu'assez de remplir 20 fois le même dossier. Ne comprennent pas d'ailleurs cette situation parce que c'est assez incompréhensible. Donc je veux vraiment que nous allions vers la simplification des procédures. Mais c'est un travail que nous devons mener avec les maisons départementales des personnes handicapées qui sont le véritable verrou de l'accès aux personnes handicapées. Et ce travail a commencé à être déployé avec le soutien de la CNSA, qui a engagé un travail important, parce que ça passera par l'outil numérique, qui a engagé un travail important avec toutes les MDPH pour travailler sur l'outil numérique harmonisé déjà, et pouvoir faire en sorte de... Voilà, dites-le nous une fois doit s'appliquer aussi aux personnes en situation de handicap, pour tout ce qui est bien sûr handicap qui ne bouge pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne bougent pas, quand il y a bien entendu des éléments nouveaux, sans reprendre l'intégralité du dossier, ne reprendre que la partie éléments nouveaux qui puisse décider. Donc oui, nous avons besoin de simplification. Moi, il y a une deuxième chose dont je voudrais parler Alors, simplification, réponse plus rapide. Un gros travail a été fait également avec les MDPH. Nous arrivons maintenant à une nette amélioration des délais de réponse et j'en suis très heureuse. Et il faut poursuivre. Et troisième élément, moi, qui me perturbe un petit peu, c'est l'hétérogénéité des réponses données en fonction des MDPH et des départements, donc. Ce qui met les familles dans l'incompréhension. C'est-à-dire qu'elles ont un certain type de soutien dans un département, elles déménagent pour des raisons professionnelles dans un autre département. D'abord, elles recommencent tout le dossier à zéro. Et ensuite, elles n'ont pas les mêmes prises en charge qui leur sont proposées. Moi, je les écoute. Je n'ai pas de pratique personnelle des MDPH, mais j'écoute les associations. C'est quand même ce qui revient souvent, et notamment des parents d'enfants en situation de handicap. Donc, il faut travailler à une homogénéisation des pratiques des MDPH, mais tout ça n'est pas hors de portée, bien sûr, et ce n'est que du bon sens, en définitive. Voilà. Merci Madame la Ministre et à bientôt au PLFSS. Merci beaucoup de votre accueil et je vous remercie de votre intérêt pour tous ces sujets qui sont essentiels. Merci. Merci.